J'utilise cet espace pour exprimer mes frustrations, tenir un journal, rendre compte de mon divorce et de la reprise de ma fierté et de mon estime de moi. Cela a été une sorte de catharsis émotionnelle, même face aux commentaires et suppositions dédaigneux et incroyablement malveillants de certaines personnes. Pour cela, je vous remercie. Mon épouse, dont je vais bientôt divorcer, est arrivée chez moi hier soir, il y a environ 18 heures. J'étais chez moi depuis environ 20 minutes et j'avais effectué mon rituel d'assainissement habituel après mon travail. Elle me connaît tellement bien, à peine avais-je enfilé mon pantalon de jogging confortable et mon t-shirt préféré et usé, qu'un coup retentissant, assez paniqué, a frappé à la porte de mon appartement. Je n'attendais pas de visite, je pensais donc que c'était peut-être un technicien d'entretien. Habituellement, il change les filtres du chauffage et de la climatisation la 3e semaine du mois, ici. Comme un naïf, et ayant l'habitude de penser le meilleur de mes congénères, j'ai ouvert la porte sans regarder par le Judas. Et là, elle était debout. Visage grave et presque indigné. En un instant, j'ai ressenti une multitude d'émotions. Un peu de peur, de la colère, et faut-il le dire, une pointe de nostalgie. Ma première réaction a été de supposer qu'il s'était passé quelque chose de très grave. Avant même que je puisse prononcer les paroles que j'avais préparées à propos de son intrusion dans ma vie, à savoir, il est regrettable que vous ayez pris les décisions que vous avez prises et que vous ayez agi de la manière dont vous l'avez fait. Néanmoins, je choisis de ne plus être disponible pour vous et toute communication devrait passer par l'intermédiaire de mon avocate que vous devrez rémunérer à son tarif. Au revoir. Elle me tend soudainement une enveloppe marron scellée, se retourne et s'éloigne lentement. Je la balance contre le mur en face de la porte de mon appartement et la claque violemment, veillant à bien tourner le verrou de manière à ce que le déclic puisse être entendu depuis l'extérieur. 15 minutes plus tard, j'ouvre à nouveau ma porte. Elle n'est plus dans le couloir mais elle a visiblement glissé à grande enveloppe contre ma porte d'entrée. Je suis désolé, était inscrit dessus. Pour un instant, j'ai cru que c'était ma proposition de séparation ou de divorce qu'elle avait signée, et que nous n'attendions alors qu'un juge se prononce. Ce n'était pas cette proposition, mais une lettre. Ce paquet comprenait une chronologie des événements, depuis nos premiers rendez-vous jusqu'à ma découverte de son infidélité. En réalité, il y avait 2 autres affaires. Bien que plusieurs internautes aient remarqué que son comportement la prédisposait à être une trompeuse en série, je me doutais qu'il y en avait d'autres. Le réaliste, ou plutôt le pessimiste, en moi pensait même qu'il y en avait peut-être bien plus. Elle a confirmé l'existence d'un homme avant que nous ne soyons officiellement en couple. Il faut garder à l'esprit qu'elle m'a présenté à ses filles et que nous agissions comme si nous étions en couple avant de l'officialiser. Ensuite, il y a eu un médecin d'urgence lorsque j'étais en formation dans une ville pendant 2 semaines, alternant sur une période de 8 mois pour obtenir une certification. C'était il y a environ 10 ans, dans notre relation ou mariage. Enfin, il y a environ 5 ans, soit 12 ans après le début de notre relation ou mariage, elle a eu une aventure à 3 avec une amie et son petit ami pendant que j'étais en déplacement pour une nuit. Je ne vais pas mentir, cela m'a piqué. Cependant, ça ne faisait pas autant mal que la découverte initiale. Même les détails sordides qu'elle avait inclus dans cette chronologie étaient en fait plutôt apaisants, comme si je ne faisais que confirmer mes hypothèses déjà correctes. La lettre était intéressante. Dans celle-ci, elle détaillait ses manquements et ses échecs en elle-même et expliquait comment mes actions après la découverte de sa liaison actuelle avaient rendu la douleur de ce qu'elle m'a infligé réelle et très difficile à vivre. Elle a également écrit qu'elle avait suivi une thérapie intensive et qu'elle cherchait à s'améliorer, précisant que cela faisait partie de sa thérapie. Elle a conclu en exprimant son souhait et son désir de rester mariée. La prochaine fois qu'elle viendrait, je me moquerais de sa vulnérabilité, comme elle l'avait fait avec moi. Ce fut un sentiment éphémère, une petite explosion de colère en moi, mais celui-ci est trop épuisé et fatigué maintenant, et je suis meilleur que ça. Je savais qu'elle serait sur le parking arrière à observer ma petite terrasse. J'ai aperçu sa Porsche là-bas à plusieurs reprises. J'ai ouvert le rideau de ce maudit appartement tenu par un médecin qui avait placé des bandes de plastique sur la porte vitrée coulissante, puis j'ai aperçu sa voiture. Je l'ai salué et l'ai invité à entrer. Je l'ai installé face à moi à ma petite table d'1 mètre de diamètre, sur mes chaises de salle à manger inconfortables. Je lui ai dit qu'elle avait toute la soirée, voire la nuit entière s'il le fallait, pour dire tout ce qu'elle estimait devoir dire. Il était 21 h à ce moment-là. J'ai veillé à renforcer les limites et à réitérer le fait qu'il n'y avait absolument rien qu'elle pourrait dire qui annulerait le divorce et ma décision de passer à autre chose. Elle a été clairement prise au dépourvu. Après une minute de silence gênant, elle a commencé par s'excuser de ses décisions et de ses erreurs.
J'aurais voulu lui sauter à la gorge à propos de ses erreurs. Couper involontairement quelqu'un dans la circulation est une erreur. En revanche, choisir de trahir quelqu'un, c'est une décision volontaire d'échec moral. Elle a essentiellement déversé son cœur pendant une bonne partie de 90 minutes. Ses explications pauvres et sa logique ainsi que ses peurs et ses insécurités étaient incluses. En gros, elle a expliqué pourquoi et comment elle justifiait tout cela. Certaines parties étaient préparées et d'autres étaient sincères. Je l'ai remerciée et lui ai dit qu'il était tard et qu'elle devrait partir. Elle a commencé à pleurer. Elle ne sanglotait pas, mais les larmes coulaient. Il y a quelques mois, je me serais moqué d'elle et aurais dit des choses blessantes. Cependant, je l'ai à nouveau remerciée pour son honnêteté et lui ai dit combien j'aurais aimé qu'elle soit aussi ouverte avec moi, il y a 2 ans. Moi aussi, j'ai commencé à pleurer. Pas à sangloter, juste quelques gouttes. Elle a fait ce mouvement très gênant pour me faire un câlin, mais je me suis un peu écarté pour plutôt lui donner une tape amicale sur le dos en disant « ça va ». Je savais qu'aussitôt prononcées, ces paroles l'avaient ébranlée. Elle a commencé à pleurer de façon laide. Je l'ai guidée vers mon canapé et lui ai dit de prendre une minute pour se ressaisir pendant que je cherchais une boîte de mouchoirs. Je ne voulais pas qu'elle conduise dans la circulation de Houston un samedi soir en étant dans un état pareil. Dire cela a sans doute empiré la situation, car avant que je m'en rende compte, elle était en pleine crise de panique, hyperventilant. Vraiment, ses mains se contractaient, ses pupilles étaient de la taille d'assiette à dîner, elle était terrifiée. Je lui ai proposé de l'emmener à l'hôpital, mais elle a refusé avec véhémence. Elle a sorti un flacon de médicaments de son sac et a demandé un verre d'eau. On lui avait prescrit du Xanax. Elle en a pris 2 mg et m'a demandé si elle pouvait rester le temps que cela fasse effet. J'ai dit oui. Je lui avais assuré qu'elle pouvait passer la soirée à se calmer chez moi. Je lui ai conseillé de retirer ses chaussures et lui ai donné une couverture pour se coucher sur le canapé. Pendant ce temps, j'ai nettoyé ma cuisine et j'ai fait ma liste de courses pour le lendemain. J'aime aller à l'épicerie tôt le matin, surtout le dimanche. Il était environ minuit, elle ronflait légèrement. Je suis resté là à l'observer pendant quelques minutes puis j'ai éteint la lumière du salon et laissé celle du couloir allumée comme une veilleuse pour qu'elle puisse se rendre à la salle de bain. J'ai laissé une note lui demandant de bien verrouiller la porte en partant et de faire attention. Je me suis couché sereinement, une douce quiétude m'envahissant l'esprit. J'ai eu du mal à trouver le sommeil et me suis levé vers 2 heures du matin pour vérifier comment elle allait. Elle dormait profondément. J'ai alors fait quelque chose que je regrette, j'ai ouvert son téléphone. J'ai vu ses applications de rencontres, POF, Bumble, Tinder. J'ai un peu grimacé et un peu ri. Elle s'adonnait à l'échange de messages coquins, et il était évident qu'elle avait été avec des hommes beaucoup plus jeunes, il semblait être 2, peut-être 3. Il était difficile de distinguer entre ce qui était purement textuel et ce qui relevait de l'échange de messages à caractère sexuel. Mais il était évident qu'elle n'était qu'un moyen d'assouvir leurs désirs éphémères, vu le silence radio soudain de ces derniers. J'ai consulté son historique Skype. Je savais que j'y verrais apparaître Needle Dick. Cela ne manqua pas. 4 jours plus tôt, précisément. J'ai reposé son téléphone à sa place et suis retourné dans ma chambre. J'ai laissé un message à sa femme dépouillée sous le prétexte de prendre de ses nouvelles et pour lui parler de mon divorce en cours. Elle m'avait dit, lorsque j'avais révélé au grand jour l'affaire de son mari et de ma femme, qu'elle ne voulait plus entendre parler de moi. Environ 10 minutes après cet envoi, j'ai simplement fait suivre un message dans lequel je l'informais que lui et ma bientôt ex-femme étaient toujours en contact, au cas où ils seraient en train de se réconcilier. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la fable de la tortue et du scorpion. Je me suis réveillé à la lumière abondante du ciel oriental et au parfum du bon café et des collages. Elle avait éteint l'alarme de mon téléphone, j'avais cessé de mettre un verrou sur mon téléphone, c'est-à-dire qu'il n'y avait que moi dans mon petit appartement, ma petite vie, et elle était allée faire les courses puis avait préparé le petit déjeuner. Je n'étais pas satisfait. Elle avait préparé un sac pour la nuit, au cas où. Elle avait également des vêtements propres. Elle m'attendait dans ma petite cuisine et a tenté de m'embrasser pour me dire bonjour et pour m'assurer combien elle se sentait chanceuse d'avoir un homme aussi aimant et gentil dans sa vie. J'ai jeté les collages à la poubelle, ce qui est un péché, c'étaient mes préférés, au miel et aux graines de pavot. Je lui ai dit d'une voix serrée et menaçante de quitter immédiatement les lieux. J'ai réalisé que ce qui m'énervait, c'était son hypocrisie, que j'aurais dû ignorer. Une fois de plus, c'était ma faute pour avoir regardé dans son téléphone, mais il y avait une infime partie de moi qui voulait croire qu'elle avait vraiment surmonté quelque chose en elle et que je ne trouverais que du Pinterest et du Facebook.
Ce qu'aurait fait cette infime partie de moi avec cette connaissance, je n'en sais rien. Bien sûr, j'ai immédiatement réalisé ce que j'avais fait et à ce stade, elle a recommencé à pleurer. Je sais. Vous allez tous me traiter d'idiot pour avoir seulement envisagé son petit aveu de l'année dernière. Je suis simplement une personne gentille, et je comprends à quel point certaines étapes sont importantes en thérapie, surtout maintenant. Alors, je lui ai dit qu'elle avait bien fait en confessant ses problèmes et ses erreurs, et en m'annonçant sa percée, etc. Cependant, je ne sentais pas qu'elle s'était fondamentalement transformée. À cela, elle a voulu savoir ce que je voulais dire par là et comment elle pourrait me prouver qu'elle avait changé. Je n'ai pu que rire en moi-même, et tout à quoi je pouvais penser, c'était « Mon vieux, si tu dois poser la question, tu ne le sauras jamais ». Je lui ai répété que j'étais fier d'elle pour sa confession, et qu'elle devait prendre ses affaires et rentrer chez elle. J'avais pris mon téléphone et démarré l'enregistreur vocal après qu'elle a commencé à pleurer. Elle m'a vu l'allumer et a voulu savoir si je voulais obtenir son approbation pour avoir des relations sexuelles. Elle aimerait vraiment que nous puissions faire certaines des choses que nous faisions auparavant. J'ai refusé. Elle a ensuite voulu savoir quand mon ami viendrait. Là encore, j'ai refusé de répondre. J'ai fait un rapide tour pour rassembler ses chaussures, son sac à main et son sac de nuit, et je les lui ai donnés. Une fois qu'elle était passée la porte, j'ai verrouillé et me suis assis par terre, dos à la porte. Mon cœur battait la chamade. Toutes sortes de « et si » me sont venues à l'esprit. Et si elle m'accusait de viol ou d'agression ou que sais-je encore? Bon sang, et si elle avait fait un double de ma clé? Je n'avais rien fait de mal, juste montré un peu de gentillesse et d'humanité à une autre personne. Certes, j'ai fouillé dans son téléphone, mais techniquement, c'est encore mon téléphone car mon nom est sur la facture. Cela fait partie des choses en cours d'arrangement. J'ai laissé un message au service non urgent du gérant de l'appartement pour lui dire que je souhaiterais avoir un nouveau verrou et une nouvelle clé. S'il voulait une raison, je leur en donnerais une. Cependant, je n'ai aucun problème à payer pour cela directement. Pour tous ceux qui disent que je suis une sorte de héros ou une source d'inspiration à travers tout ça, arrêtez, je suis vraiment un désastre. Je suis maintenant à un stade où je suis encore en colère et déçu de moi-même pour l'avoir laissé revenir dans ma tête et mon cœur, même pour une seconde. Cependant, je pense que cela ne faisait pas partie de son plan. J'ai l'impression qu'elle croit que nous allons finir ensemble et qu'elle peut réparer ce gâchis, malgré le fait que je lui ai dit à plusieurs reprises que c'était terminé. Je dois simplement me taire et rester impassible comme une montagne de granit. Ne lui donnez absolument rien. D'accord, je suis prêt pour la volée de bois verbal et la condamnation enflammée avec du soufre. Cette fois, je le mérite. Je souhaite ajouter une précision, si je vois encore sa voiture dehors, je commencerai le processus pour obtenir une injonction de restriction. Je ne ressens pas ma vie ou ma sécurité en danger, mais elle pourrait rendre la vie difficile, et je n'aime pas ce genre de vie. Deuxième précision, j'ai contacté la sécurité de l'appartement. Le gars ressemblait à Barney Fiffé. Je lui ai expliqué la situation. C'est une femme séparée, sur le point d'être divorcée, elle ne dispose d'aucune attache ici. C'est assez banal. J'ai rempli son rapport d'incident, c'est à peu près tout ce que je peux faire. Il existe une porte d'accès contrôlée, cependant elle se ferme tellement lentement qu'il est possible de la franchir entre deux véhicules. Je leur ai suggéré de placer un poste de surveillance là-bas durant les heures de forte affluence. Ainsi se termine le post, merci cher auteur pour ce partage. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.